l'ensemble des taxes sur le carburant, c'est plus de 30 milliards d'euros. Et là, seulement la TVA, on est à peu près à 12 milliards d'euros, entre 10 et 12 milliards d'euros. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on attaque indéniablement l'entreprise française, alors qu'il y a d'autres entreprises européennes ou internationales qui auraient pu faire un effort, qui ne l'ont pas fait. Chiffre à l'appui que BP, Shell, Total pourraient dégager entre 15 et 20 milliards de dollars de bénéfices avant impôt. Je me demande si la France doit être toujours l'assureur tout risque de tout ce qui se passe dans le monde. Pour ma part, je ne suis pas favorable à une baisse générale et absolue des taxes sur le carburant, pour la simple et bonne raison que nos finances publiques ne nous le permettent pas, que l'intérêt est d'avoir des mesures, si elles doivent être fiscales, qui soient ciblées dans le temps et vraiment qui se concentrent sur les moments où le carburant est très très élevé et cette baisse de taxes doit permettre... Donc c'est pas souhaitable de mon point de vue sur le plan financier puisque ce serait un gouffre. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, l'ensemble des taxes sur le carburant, c'est plus de 30 milliards d'euros. Et là, seulement la TVA, on est à peu près à 12 milliards d'euros, entre 10 et 12 milliards d'euros selon les années. Et donc, cette baisse générale et absolue, elle poserait de vraies difficultés pour nos finances publiques à long terme. Et puis, je sais que ce n'est pas forcément un problème pour le Rassemblement national, mais ce n'est pas conforme non plus au droit européen. Et donc, d'ailleurs, l'Espagne est aujourd'hui entre les fourches codines de la Commission. Et comme l'aide est ciblée, comme elle est temporaire, comme elle se retire là au mois de juin parce que les prix ont baissé, enfin elle s'est retirée au mois de juin, elle va peut-être revenir au mois de juillet, eh bien bon, la Commission a un peu laissé passer. Ce qui est ciblé, ce qui est temporaire est entendable. Ce qui est définitif et contraire directement à la directive européenne qui encadre les taux de TVA n'est pas possible. Voilà pourquoi, je comprends votre point de vue, je ne suis pas favorable à cette baisse générale que vous proposez. Merci. On va passer à Sherazade Bentouki. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors, face à la hausse des prix du carburant, le premier réflexe consiste à agir sur la fiscalité. Votre rapport lui-même y consacre une large part de ces développements sans l'écarter d'emblée. Et pourtant, ce réflexe n'est pas le bon. Votre rapport établit, chiffre à l'appui, que BP, Shell, Total pourraient dégager entre 15 et 20 milliards de dollars de bénéfices avant impôt grâce au seul négoce d'hydrocarbures en 2026. Et vous proposez vous-même une taxation de ces opérations spéculatives. La hausse des prix ne trouve donc pas son origine dans la fiscalité, mais dans les tensions sur les marchés pétroliers, auxquels s'ajoutent donc des phénomènes de rente concentrés dans la négoce et le raffinage, pas chez les distributeurs, dont les marges restent structurellement très limitées. C'est donc là, et non sur la fiscalité, que doit porter la réponse. Or, le gouvernement a fait un tout autre choix, financer les 1,4 milliard d'euros de mesures de soutien par une réduction de la dépense publique. Les profits exceptionnels n'ont pas financé la crise, ce sont bien les services publics qui l'ont fait. Et cette doctrine, malheureusement, elle est assumée. Le ministre des Comptes publics l'a annoncé le 21 avril, qui dit « Chaque euro de dépenses en plus ou de recettes en moins à cause de la crise devra être compensé ». Résultat, 6 milliards de dépenses publiques stoppées, actées par les deux comités d'alerte de cette année. Vous évoquez bien, parmi les pistes possibles, un encadrement des marges à l'image de ce qui existe en Grèce, ce qui montre que vous identifiez juste le lieu du problème. Reste une fiscalité flottante inspirée du modèle espagnol qui continue d'agir sur le prix payé par le consommateur au prix d'un financement public de plusieurs millions en Espagne. Autrement dit, alors même que vous démontrez que la rente se concentre dans le négoce et le raffinage, vous choisissez plutôt de porter l'effort sur la fiscalité plutôt que sur le blocage des prix à la source au risque d'arroser le sable au même endroit que les mesures que vous critiquez vous-même ce matin. Notre droit le prévoit déjà, la possibilité d'encadrer le prix en cas de circonstances exceptionnelles. C'est le sens de la proposition de loi déposée par le groupe de la France Insoumise en mars dernier. Cette solution agit directement là où la rente a été créée, sans créer de coûts supplémentaires pour nos finances publiques. Alors, monsieur le rapporteur, puisque vos travaux démontrent que la rente se concentre dans le négoce et le raffinage, qu'est-ce qui vous conduit à privilégier des dispositifs financés par l'État plutôt qu'un encadrement contraignant des marges à ces deux niveaux de la chaîne? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci. Bon, c'est un peu la même question que celle d'Éric Coquerel. Bon, moi, je suis favorable à l'encadrement des marges. Il y a une difficulté sur la marge sortie de raffinerie. Je rappelle qu'aujourd'hui, la majeure partie du gasoil que nous consommons n'est pas raffiné en France. Et donc, on ne peut pas encadrer la marge du raffinage pour cette raison. Donc, on a un problème juridique. Si on pouvait le faire, ce serait une bonne chose. Mais par exemple, reprenons l'exemple du président Coquerel qui dit on encadre la marge sortie de raffinerie vers Leclerc. Leclerc, en vérité, le gasoil qu'il achète, il est raffiné aux États-Unis. Donc, la sortie de raffinerie
elle est aux États-Unis. Elle n'est pas à Port-Jérôme en Seine-Maritime ou Havre. Donc c'est bien là la difficulté. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fond. C'est évidemment que l'encadrement des marges est préférable à la mesure fiscale. Simplement, dans l'urgence de ce que nous sommes en train de vivre, je pense qu'il faut les deux, c'est-à-dire travailler sur cet encadrement et en trouver les moyens, notamment pour les endroits, puisque aujourd'hui la question c'est le gasoil. Le gasoil est peu raffiné en France et donc on a ce problème-là, plus qu'on s'en prend 95 et 98. Et donc moi ce que je propose c'est des baisses d'impôts, de taxes donc, sur le carburant pour le consommateur et qui sont compensées par une taxe sur ces activités. Vous proposez d'encadrer les marges. Bon, finalement, c'est la même chose, c'est dire que le secteur doit contribuer à la baisse des prix à la consommation. Donc, soit on le fait par le levier fiscal, on taxe la spéculation et on la rend aux gens en baissant le prix du carburant, soit ce que vous proposez, c'est-à-dire l'encadrement, mais qui me semble être plus difficile à faire dans un pays qui aujourd'hui raffine peu, en vérité, ou raffine de moins en moins, malheureusement, le carburant qu'il consomme. Jacques Auberti. Non. Vous voulez... Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, Monsieur le rapporteur, quelques petites questions. D'abord, vous ne serez pas surpris, je regrette un peu que la solution que vous apportiez, ça soit à la fois une augmentation des impôts, mais bon, ça, on aura l'occasion d'en débattre dans les mois à venir. Par contre, des questions sur différents éléments que vous avez évoqués. D'abord, sur cette histoire de fiscalité flottante, dont vous expliquiez qu'on ne pourrait pas mettre en place une baisse générale, parce qu'elle serait difficilement acceptable le jour où on l'enlève. Donc, il faudrait faire une baisse spécifiquement pour les plus modestes. Qu'est-ce que vous estimez exactement les plus modestes? Et de la même manière, vous expliquez que, comparé à l'Espagne, le coût espagnol par rapport au coût français en réalité est assez comparable. Très bien, sauf que l'Espagne n'est pas la France, ça ne vous a pas échappé. Ni la même démographie, ni la même géographie, ce qui compte pour l'essence. Est-ce que vous avez une idée de l'estimation que ça impliquerait si on appliquait cela en France? Ensuite, une question sur les exemples que vous avez choisis. Vous avez fait le choix de choisir un exemple espagnol, pourquoi pas. Un exemple grec, c'est plus surprenant, mais c'est très bien qu'on utilise les Grecs comme exemple, c'est pas forcément toujours celui qu'on prend en premier. Surtout qu'il y a eu en Europe pas mal d'autres choix, le choix italien, le choix hongrois, le choix autrichien, le choix portugais, qui pouvaient apporter d'autres raisons. L'exemple portugais allant même beaucoup plus loin que l'exemple espagnol. Donc pourquoi ce choix de l'exemple espagnol et surtout de l'exemple grec? Et enfin, mais vous ne serez pas surpris, votre remarque sur Total m'étonne. Vous expliquez clairement dans votre rapport que ces opérations n'ont pas été un mouvement généreux, vous l'avez répété ce matin. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que vous reprochez à Total, comme ça a été fait lorsque le directeur général a été auditionné ici, d'avoir fait un choix qui lui a coûté 200 millions d'euros, peut-être un choix marketing, mais un choix qui a quand même coûté 200 millions d'euros, et vous ne dites jamais aux autres pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on attaque indéniablement l'entreprise française, alors qu'il y a d'autres entreprises européennes ou internationales qui auraient pu faire un effort, qui ne l'ont pas fait. Et jamais dans vos propos, on dit c'est dommage, tout le monde aurait pu donner un coup de main. Je pense que si SO avait fait des aides au carburant, il n'y aura pas eu l'effet attraction qu'il y a eu chez Total. Merci beaucoup. Merci, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup. Alors d'abord, la première question sur le ciblage, je dis ciblage dans l'OTAN. Justement, on ne peut pas faire de ciblage social à la pompe. C'est pas possible, parce que tout le monde paye le même prix, on ne met pas sa feuille d'impôt, on ne rentre pas son numéro fiscal sur la pompe automatique. Donc le ciblage que je propose n'est pas social, c'est un ciblage dans le temps. Alors pourquoi avoir regardé la Grèce et l'Espagne? C'est un choix qu'on a fait, on aurait pu regarder d'autres pays. Enfin, la caractéristique commune des pays européens aujourd'hui, c'est qu'ils ont tous adopté des baisses de taxes. Très nombreux à l'avoir fait. C'est le cas de l'Autriche, le cas de la Pologne. En vérité, l'Espagne, pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est un pays qui est voisin, parce que beaucoup de Français frontaliers s'approvisionnent d'ailleurs en Espagne, ce qui a des conséquences, on en a parlé avec les représentants des stations-service indépendantes, parce que c'est un pays voisin. J'aurais pu prendre l'Allemagne n'a pas mis en place ce type de mesure, l'Espagne l'a fait, l'Espagne est un pays voisin. Je suis donc intéressé à ce que faisait ce pays voisin et frontalier, qui a une économie qui fonctionne, qui a réduit son déficit de manière importante, qui a une croissance supérieure à 2%, qui a un chômage qui a beaucoup baissé, il est autour de 10%, mais enfin il est monté jusqu'à presque 18-19%. Donc je trouvais ça intéressant, s'intéresser à l'Espagne, mais on aurait pu, et une mission flash malheureusement ne dure que le temps d'un flash, regarder tous les autres pays dont vous parlez. Alors enfin, Total est le seul acteur qui pouvait mettre en place cette aide, parce que les autres n'ont pas le même niveau de concentration et de dimensionnement. On a eu une audition avec justement le directeur propriétaire d'une petite station SO chez lui, qui nous expliquait
que Esso, n'étant pas propriétaire de son réseau de distribution, ne pouvait pas en fait consentir à cette baisse, pas directement propriétaire. Donc il n'y a que Total qui pouvait finalement le faire, et les autres ne pouvaient pas le faire. Je dis pas que je ne critique pas la remise mise en place par Total. Je dis simplement que c'est pas la réponse à la crise. Enfin, c'est pas la réponse de politique publique efficace à la crise. Total, à lui seul, n'a pas réussi à juguler la hausse des prix du carburant et les conséquences à la fois économiques et sociales de l'augmentation du prix du carburant. Et je signale dans le rapport, à la suite de nombreuses auditions d'acteurs, que ça a eu une conséquence non négligeable sur de grandes difficultés apportées à des stations indépendantes qui, en ruralité, exercent un rôle notamment d'approvisionnement au quotidien. Et que cette mise en place, ce coup de marketing, de communication mis en place par Total, a permis d'annihiler la question de la mise à contribution des profits réalisés pas seulement par Total, mais par tous les grands producteurs d'hydrocarbures, à la contribution à la baisse notamment à la baisse des prix en France. Voilà ce que je voulais dire, sans évidemment ne passer tout notre temps sur Total, mais en réalité, il est le seul acteur aujourd'hui systémique à pouvoir faire cette remise. Aucun n'a les moyens de le faire. Merci, Monsieur Trisna. On va passer à Monsieur Jolivet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, merci d'abord d'avoir tordu le cou à l'idée selon laquelle l'État français s'était enrichi avec la hausse du carburant. Moi, j'aurais deux questions à vous poser. Et puis, en toile de fond, je me demande si la France doit être toujours l'assureur tout risque de tout ce qui se passe dans le monde. Ça n'exonère pas, bien entendu, pour la France de lutter contre l'inflation, pour les raisons que vous avez parfaitement exprimées et que je fais miennes. Pour autant, finalement, l'État a mis en place deux systèmes d'aide, d'accompagnement, et vous dites vous-même que 25% des gens en ont, en tout cas les particuliers y ont eu recours. On a des aides au secteur économique et puis des aides aux personnes. Les aides au secteur économique, alors je mettrais de côté l'agriculture, encore que toutes les agricultures n'auraient pas forcément dû être concernées, selon moi. Hein. Il y en a qui répercutent particulièrement bien leur prix, de la hausse du carburant, dans leur prix, avec des marchés qui ont des formules d'actualisation. C'est pareil pour le BTP, qui ont des formules d'actualisation, lorsque le maître d'ouvrage est souvent public, a inséré cette clause. Donc en fait, le pire de tout serait d'aider quelqu'un qui, par ailleurs, actualise son prix. Donc en fait, le ciblage et les difficultés de ciblage que vous avez relevées, à mon avis, doivent s'appliquer. Alors peut-être faudrait-il envisager que ces formules d'actualisation existent dans tous les marchés publics, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça existe pour certains d'entre eux. Ensuite, sur les aides aux personnes, c'est compliqué, et vous l'avez fort bien dit, et les gens qui y avaient droit, d'ailleurs, n'ont pas fait les démarches pour pouvoir bénéficier d'eux. Ça veut donc dire que l'accès aux droits est un vrai sujet dans notre pays. Et ensuite, la notion de gros rouleur, elle est assez identifiable, si j'en crois les notions, enfin les données qui m'ont été livrées. Ça concerne beaucoup les gens qui habitent dans les zones de revitalisation rurale, qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir leur voiture. En revanche, ça ne veut pas dire pour autant que, monsieur le rapporteur, nous n'avons pas quelques personnes qui sont en région parisienne ou dans les très grandes zones urbaines où ils ont un choix alternatif, mais qui ont tout de même fait le choix de bénéficier de cette aide et qui ont fait cette démarche. Et donc, je voudrais vous entendre sur ce sujet, parce que la généralisation des mesures individuelles en direction des familles, peut-être tout simplement pourrions-nous les restreindre aux ZRR, et je pense que, comme ça, tout le monde aurait une solution juste. Voilà. Monsieur le rapporteur. Oui, sur ce dernier point, je suis plutôt d'accord avec vous. Hein, si on devait reconduire l'aide, donc plutôt partir sur l'idée qu'on repart sur le même système, et il faudra, à mon avis, davantage, enfin, en tout cas, la cibler différemment pour qu'elle bénéficie à davantage de personnes. Je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais il y a quand même une très grosse différence entre la ruralité et les villes hein, sur la conséquence. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. C'était l'UFC Que Choisir qui nous avait donné ça. Non, c'était l'administration qui nous l'a donné. En gros, on est quand même sur une charge supplémentaire de 94 € pour les ménages urbains et de 76 € pour les ménages ruraux. Donc on voit quand même
Ouais, c'est ça, 176 € versus 94. Donc c'est à peu près le double. Donc on voit bien quand même la différence entre les deux. Et il est vrai qu'il y a eu des effets d'aubaine. C'est à la fois une aide qui a bénéficié à peu de gens qu'on avait besoin, et puis un certain nombre de chasseurs de primes qui rentrent dans les critères, plus eux en bénéficient plus facilement. C'est la difficulté. Je suis plutôt d'accord avec votre proposition. Merci. monsieur. Ce sera la conclusion. Qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé. Pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines joutes politiques.